Bien, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques déposée le 26 avril dernier sur le bureau du Sénat par trois de nos collègues, en l'occurrence Catherine Morin-Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias. Lors de sa réunion du 9 mai dernier, la conférence des présidents a accepté que ce texte soit examiné selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre 14 bis du règlement du Sénat. Je vous rappelle qu'en vertu de cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du gouvernement sur le texte concerné ne peut s'exercer qu'en commission. La séance publique programmée mardi 13 juin prochain sera par conséquent réservée aux explications de vote et au vote du texte que nous allons élaborer au cours de la présente réunion. Je vous rappelle que celle-ci est ouverte à l'ensemble des sénateurs, mais que seuls les membres de la commission de la culture présents dans la salle sont autorisés à prendre part au vote. Cette réunion fait par ailleurs l'objet, Madame la Ministre, d'une captation audiovisuelle diffusée en direct et en vidéo à la demande sur le site internet du Sénat. Je vais donner sans plus tarder la parole à notre rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, pour qu'elle nous présente son rapport sur ce texte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes très chers collègues, depuis l'adoption de la restitution de la Vénus hottentote il y a maintenant plus de 20 ans, le Sénat, notre Assemblée, a toujours joué un rôle moteur en matière de restitution de restes humains dits sensibles. Je veux rendre du coup hommage à Nicolas About, ancien collègue sénateur, et Philippe Richert, qui était rapporteur aussi de la loi Musée de 2002, qui, comme moi, avec la loi sur les têtes maories, se sont fortement engagés pour que cet enjeu soit mieux pris en compte par notre pays, mieux compris. Je veux aussi remercier tout particulièrement mes collègues Max Brisson et Pierre Ouzoulias, co-auteurs de cette proposition de loi, avec lequel nous avons poursuivi ces dernières années un grand travail de fond au sein de notre commission en matière de restitution de biens culturels. Et je veux aussi remercier notre président pour son soutien constant sur ce dossier qui nous mobilise tous. J'ai également une pensée, vous me le permettrez, pour Claire Chastanet, ici présente, qui est adjointe au sous-directeur des collections du Musée de France, qui a été aussi, par sa présence constante, notamment au sein de la Commission nationale scientifique de collection, un élément de référence pour nous. Alors c'est un sujet, vous l'aurez compris, qui nécessite beaucoup de ténacité. J'en veux pour preuve l'échec de notre tentative l'an passé, avec la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels extra-européens, dont l'Assemblée nationale n'a malheureusement jamais inscrit l'examen à son ordre du jour. J'espère donc que le texte que nous examinons aujourd'hui, nous avons eu le temps d'approfondir du coup le sujet, connaîtra un sort plus heureux, car je suis convaincue que notre pays a besoin d'affirmer une position claire et de se doter d'un cadre pérenne pour répondre en toute transparence aux demandes de restitution. Et je sais, à cet égard, Madame la Ministre, que vous êtes sensible à cette nécessité. Dès votre prise de fonction, vous avez manifesté votre intérêt pour la question. Et je vous remercie, avec mes collègues, du soutien que vous nous avez apporté jusqu'à présent. Les collections de restes humains sont des collections particulières parce qu'il s'agit de corps humains ou d'éléments de corps humains. Ils nécessitent un traitement respectueux, digne et décent. Même si une part minoritaire des collections est d'origine étrangère et parmi elles seulement une minorité d'origine extra-européenne, la question de leur restitution peut se poser compte tenu des principes de respect de la dignité de la personne humaine et de respect des cultures et croyances des autres peuples. Bien que l'essentiel des restes humains provient de fouilles archéologiques, on compte aussi dans les collections des établissements publics culturels et des universités des pièces collectées dans des conditions inacceptables, en particulier pendant la période coloniale. Je pense aux trophées de guerre, des vols, des pillages, des profanations de sépultures. Comme pour les biens culturels spoliés aux familles juives pendant la période nazie, le principe d'inaliénabilité fait obstacle aujourd'hui à leur restitution. Le législateur est le seul compétent pour y déroger. C'est l'une des raisons pour lesquelles très peu de restitutions de restes humains sont intervenues jusqu'ici.
On ne compte que 2 restitutions par voie législative, toutes 2 effectuées au cours de ces 20 dernières années, la Vénus hottentote, les têtes maories. La lourdeur et la complexité de la procédure législative ont conduit, du coup, à privilégier à plusieurs reprises d'autres voies de restitution, malgré leur licéité discutable. Nous étions tous émus de la restitution de crânes à l'Algérie en 2020 par le biais d'une convention de dépôt de 5 ans, crânes désormais inhumés dans un cimetière d'Alger, mais juridiquement toujours propriété de la France. L'utilisation de ces stratégies de contournement est révélatrice à mes yeux du besoin urgent à définir un cadre juridique qui permette de simplifier la restitution des restes humains. La situation actuelle n'est évidemment pas satisfaisante pour les États demandeurs. Je pense à l'Australie, avec lesquels un travail scientifique conjoint sur les collections vient juste de débuter. Avec mon collègue Pierre Ouzoulias, nous les avons rencontrés. Alors que leur demande remonte à 2009, et je me souviens très précisément à l'époque de leur démarche. L'Argentine et Madagascar ont également transmis des demandes, bien que plus récentes. J'ai pu constater aussi combien ces obstacles juridiques sont également devenus une source de difficultés pour les établissements conservant ces pièces, soumises à une pression croissante pour justifier de leur présence dans les collections. Les mentalités ont considérablement évolué, je dois le dire, depuis l'affaire de la tête maorie de Rouen en 2007. L'adoption d'une dérogation de portée générale au principe d'inaliénabilité ne fait plus peur. Je crois pouvoir dire qu'elle est même attendue. Il faut dire que le travail amorcé au sein de la Commission scientifique nationale des collections, à la demande du législateur, suite à la loi sur les têtes maories, poursuivi ensuite par le groupe de travail présidé par Michel Van Praat, pour lequel j'ai également une pensée, que nous avons reçu il y a 3 ans, a permis de faire avancer la réflexion et d'identifier un certain nombre de critères de restituabilité qui font consensus. La présente proposition de loi s'en inspire très largement et je note que dans son rapport, M. Martinez souligne l'excellent travail de ce groupe sur les restes humains. Alors, que prévoit exactement cette proposition de loi ? Elle met en place une procédure administrative permettant à l'État et aux collectivités territoriales de faire sortir de leur domaine public, par décret en Conseil d'État, des restes humains identifiés comme étant issus du territoire d'un État étranger dans les buts de les lui restituer. Le texte définit strictement les conditions dans lesquelles cette procédure peut être utilisée. Elle concerne exclusivement des restes humains. Tout d'abord, dont l'ancienneté est inférieure à 500 ans. Deuxièmement, qui appartiennent à un groupe vivant dont la culture et les traditions restent actives. Troisièmement, dont les conditions de collecte portent atteinte au principe de la dignité humaine ou dont la présence dans les collections est incompatible avec sa culture et ses traditions. Enfin, et dont la demande de restitution est portée par un État étranger. Elle n'est d'ailleurs possible qu'à des fins funéraires. Par le mot funéraire, il faut entendre, pas forcément une inhumation, mais un traitement de respect et d'hommage dû aux morts. Cette condition n'empêche cependant pas la constitution d'un mémorial, du coup, dans l'état d'origine. L'objectif est qu'il puisse être rendu, donc cet hommage aux morts, dans le respect des croyances et cultures de ceux-ci. Afin d'éviter que les restes humains qui ne correspondraient pas à la demande de l'état d'origine lui soit restitué, un comité scientifique composé à part égale de représentants français et de représentants de l'État demandeur devrait être chargé de vérifier leur identification en cas de doute. Afin de permettre bien sûr au Parlement de contrer l'action du gouvernement, mes chers collègues, une fois qu'il lui aura délégué son pouvoir d'autoriser la sortie des collections, notre texte prévoit qu'il soit destinataire chaque année d'un rapport relatif à l'application de cette procédure. J'ai le sentiment que ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées depuis plusieurs années par notre commission. Elles mettent en place un cadre clair et transparent. Les critères prévus par la proposition de loi, similaires à ceux qui figuraient dans le texte que nous avions adopté en janvier 2022, sont suffisamment précis et objectifs pour justifier la dérogation au principe d'inaliénabilité consenti par le législateur. La procédure ménage par ailleurs une véritable place à l'expertise scientifique, permettant de se prémunir contre des restitutions qui seraient le fait du prince. Je vous proposerai néanmoins dans quelques instants un amendement pour sécuriser
davantage encore la prise en compte du travail d'instruction scientifique. Son adoption me paraît nécessaire pour faciliter à l'avenir les restitutions de restes humains au regard de l'augmentation très probable du nombre de demandes. À très brève échéance, ce dispositif nous permettra de régulariser la restitution des crânes algériens avant l'expiration du délai de 5 ans prévu par la Convention de dépôt. Je souhaite également attirer votre attention sur son intérêt diplomatique. J'ai l'espoir que les comités scientifiques, nous avons espoir, pour tout dire, que les comités scientifiques mis en place conjointement avec l'État demandeur constituent les prémices de coopération culturelle et scientifique à venir. Ils sont en tout cas un bon moyen de commencer à écrire en commun le récit d'une histoire passée, mieux comprise et mieux appréhendée. Enfin, sur le plan interne, il me semble s'agir d'un outil important pour inciter nos établissements publics à adopter une démarche plus proactive et engager un travail en profondeur d'identification et de documentation des restes sensibles qu'ils conservent dans leur collection. Reconnaissons en effet que l'inaliénabilité n'est pas l'unique obstacle aux restitutions. Le fait que l'immense majorité des restes humains soient anonymes, leur origine vague ou encore inconnue constitue, il faut bien le dire, une réelle difficulté. Je crois pourtant que la documentation des restes humains conservés dans les collections fait partie intégrante du respect de la dignité de la personne humaine associée à ces restes. Aussi, Madame la Ministre, j'en appelle à vous afin de donner aux établissements les moyens humains et financiers suffisants pour approfondir le travail de recherche sur leur collection qui est si nécessaire. Cette proposition de loi, en effet, n'est finalement qu'un amorceur. Avec elle, le législateur fait sa part en levant les obstacles juridiques qui pèsent sur les restitutions de restes humains, autour du gouvernement d'apporter ensuite son plein soutien à la recherche scientifique pour mettre à jour les provenances, les origines, les identités. J'ajoute pour finir que cette proposition de loi ne sera sans doute qu'une première étape législative sur la voie des restitutions de restes humains appartenant aux collections publiques. Il n'apporte en effet une solution pérenne aux États étrangers, laissant de côté, pour l'heure, le sujet des restitutions de restes humains d'origine française. La restitution en 2014 du crâne du chef Ataï à la Nouvelle-Calédonie illustre pourtant bien l'existence d'une problématique ultramarine particulière qui s'explique par les liens étroits entre ces territoires et notre passé colonial. La Commission avait déjà identifié cet enjeu lors de l'examen de la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels extra-européens et avait voulu alors autoriser les groupes humains à pouvoir demander la restitution des restes humains d'origine française. La question des os humains mis en lumière ces derniers temps rend nécessaire de faciliter la restitution des restes humains ultramarins. J'ai ainsi été saisie du cas de restes humains d'Amérindiens, Kalina, conservés au Musée de l'Homme, qui correspondent à des individus décédés à Paris alors qu'ils étaient exhibés dans de telles manifestations ethnographiques. Leur restitution est sollicitée à juste titre par leurs descendants en Guyane, qui se sont constitués en association. Je les ai très longuement auditionnés. Il serait légitime qu'ils puissent retourner sur leur terre d'origine à des fins funéraires. Je vous proposerai donc dans quelques instants un amendement pour que nous puissions prendre date afin d'avancer rapidement sur cette question qui préoccupe également, et je les salue, nos collègues ultramarins. En attendant de trouver une solution pérenne à cette problématique, Pierre Ouzoulias, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, m'a glissé il y a quelques jours à l'oreille l'idée de déposer dans les établissements culturels des territoires concernés certains restes humains ultramarins conservés dans les établissements métropolitains. Je vous livre là, Madame la Ministre, cette piste provisoire et nous comptons sur vous pour avancer, bien entendu, sur ce dossier extrêmement sensible. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Et un grand merci pour cette proposition de loi qui est pas du tout une loi technique, qui est une loi qui touche à notre histoire, au plus profond de notre humanité, à notre rapport à la mort, à la fraternité. C'est une loi assez philosophique au fond.
Par le passé, des restes humains sont entrés dans nos collections publiques après avoir été acquis de manière illégitime, voire violente, que l'intention ait été à l'époque de recueillir des trophées ou de constituer des collections dont on croyait qu'elles disaient quelque chose des différences entre les hommes. Le résultat est le même. Par ces actes, l'humanité a été blessée, des peuples ont été lésés. Aujourd'hui, nous souhaitons collectivement avancer sur le chemin des restitutions et votre proposition de loi cadre nous permet de le faire. Comme vous l'avez dit, les restes humains ne peuvent pas pour l'instant être restitués dans le cadre de la loi en raison de l'inaliénabilité des collections publiques. Héritée de l'inaliénabilité du domaine royal et réaffirmée par la République, cette inaliénabilité des collections, c'est un principe protecteur, c'est important de le rappeler, qui a garanti la transmission du patrimoine de la nation jusqu'à nos jours, dans l'intérêt de tous pour le partage avec le plus grand nombre. Donc chacun en connaît la valeur, nul ne souhaite aujourd'hui le remettre en cause. Mais là, nous parlons de restes humains, un terme, voilà, on n'a pas trouvé mieux, mais techniquement, ce sont des restes humains. Et quand ces restes sont arrivés dans des conditions suspectes, que leur conservation dans un musée heurte les principes de la dignité humaine, nous devons pouvoir interroger la légitimité de leur présence dans les collections publiques et pouvoir conduire avec méthode, avec raison, avec rigueur scientifique, dans le dialogue, la sérénité, un processus de restitution sans pour autant renier le principe général d'inaliénabilité. Je voulais ici prendre un exemple de reste humain mal acquis qui fait l'objet d'une demande de restitution, le squelette du fils du chef amérindien Liam Pichoun, une demande faite par la communauté Mapuche Tehuelche, portée par l'Argentine, avec qui nous travaillons sur ce dossier depuis plusieurs années, vous le savez tous. Sa sépulture semble avoir été pillée par l'équipage du comte Henri de Lavaux, qui, entre 1896 et 1897, a parcouru la Patagonie en s'installant auprès des populations locales indiennes et en prélevant au cours de cette exposition ce qu'il appelait lui-même un butin. Je vous fais grâce du récit de l'exhumation, du dépeçage du corps et de la cuisine macabre qu'Henri de Lavaux décrit complaisamment dans son voyage en Patagonie paru en 1901. Mais bon, un seul passage quand même que je vous cite de bon matin. Il dit lui-même de lui-même « Un moment, je me fais horreur. J'ai pour moi une excuse. Que diable ? Car je rapporterai en France un beau spécimen de la race indienne. Qu'importe après tout que ce Tehuelche dorme en Patagonie dans un trou ou au muséum sous une vitrine. » Parmi les 29 caisses et les 1371 kilos du fonds Lavaux, voilà au moins un objet dont qui n'est pas véritablement un objet d'ailleurs, un reste, dont il nous importe aujourd'hui que des experts français et argentins examinent la légitimité de sa présence dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle. Nous ne pouvons pas réparer les actions du passé, mais il est de notre devoir de créer les conditions d'un dialogue serein au présent. Cette loi, si elle est votée, permettra par le consensus, l'étude historique et scientifique, d'extraire des collections des restes humains qui n'auraient pas dû y entrer et aux communautés d'origine d'honorer la mémoire de l'un d'entre eux dans le respect de leur rite funéraire. On pourrait également parler des restes humains des aborigènes d'Australie. Depuis plus d'un siècle, ces restes provenant d'Australie, principalement des crânes, sont conservés dans plusieurs institutions muséales françaises, notamment au Muséum national d'histoire naturelle et au Conservatoire d'anatomie de la faculté de Montpellier. Ces collections de crânes humains à travers lesquelles on a cru pouvoir classer les individus se sont développées dès la fin du XVIIIe siècle avec l'essor de la craniologie, de la phrénologie, ces sciences approximatives qui ont servi les théories raciales les plus sombres. Dès les débuts de la colonisation de l'Océanie au XVIIIe siècle, ces crânes ont fait l'objet d'un commerce ignoble, interdit en 1831 par le gouvernement britannique en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais qui s'est malheureusement poursuivi illégalement bien au-delà de cette date. En 2014, au terme d'un long et fructueux dialogue entre la France et l'Australie, il a été décidé de mandater des experts chargés de recenser d'éventuels restes humains aborigènes figurant dans les collections de musées français en vue de leur rapatriement. Et tout récemment, je veux saluer la mise en place
du comité conjoint franco-australien le 16 mai dernier, qui, en s'appuyant sur les recherches d'identification et d'authentification de restes humains conduites depuis donc, cette époque, 2014, va permettre de conclure un accord et relance activement la perspective d'une restitution qui, grâce à cette loi, pourra avoir lieu prochainement. Jusqu'ici, seules 2 lois d'exception ont permis d'aller au bout d'une démarche de restitution, vous l'avez dit, pour des restes humains, avec l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, grâce à votre implication et votre détermination, Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly. Le Sénat, vous l'avez souligné, je le redis, s'est montré dans ces 2 cas à l'avant-garde des préoccupations légitimes de notre époque et à l'initiative de ces 2 textes qui ont commencé leur parcours législatif. Si ces 2 lois d'espèce ont permis de tenir dans nos assemblées des débats de qualité et de faire émerger ces sujets dans l'opinion publique, elles ne concernent que des cas particuliers et n'ont pas permis de fixer des principes généraux. C'est ce que vous nous permettez de faire aujourd'hui. Et c'est dans cet esprit qu'à mon arrivée au ministère de la Culture, j'ai voulu engager un dialogue avec le Parlement autour de l'adoption de 3 lois cadres sur les restitutions et que nous avons entamé ensemble un travail concerté. Je n'y reviens pas, vous en avez parlé. Je me réjouis que la première de ces lois relatives à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 a fait l'objet d'un vote unanime au Sénat le 23 mai dernier. Et là, je me réjouis que le Sénat soit à nouveau en première ligne avec l'examen de cette proposition de loi relative à la restitution des restes humains. Et je veux vraiment saluer le travail que vous avez fait, Madame Morin-Desailly, avec Max Brisson et Pierre Ouzoulias, votre rapport de décembre 2020 qui fera date, cette mission d'information qui a été déterminante. Contrairement à la loi sur les spoliations antisémites, qui prend appui sur un cadre méthodologique éprouvé et des structures existantes, comme la CIVS, la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation, nous sommes ici plutôt en terrain vierge, en réalité. C'est dire l'importance de cette loi qui, pour la première fois, va fixer une méthode et un cadre. Je sais que de nombreux échanges ont eu lieu avec les services de l'État, les équipes du ministère, les professionnels du droit, des musées, les instances internationales. Cette proposition de loi a également été éclairée par le rapport demandé par le président de la République à Jean-Luc Martinez. Dans les conclusions qu'il a rendues, il livre un panorama général de la situation et une synthèse des différentes solutions retenues par les États. Vous vous êtes également appuyé sur les dossiers en cours d'instruction avec l'Algérie, l'Australie, Madagascar ou encore l'Argentine. Vos propositions réaffirment la nécessité du dialogue bilatéral, du respect des personnes et des communautés, de la recherche scientifique. Je les soutiens, je les approuve et je m'engage aussi, vous avez bien fait d'insister sur ce point, à tout faire pour faciliter, encourager les recherches de provenance et les travaux d'identification. Je veux vraiment vous remercier encore une fois, Madame la sénatrice Morin-Desailly, messieurs les sénateurs Ouzoulias et Brisson, pour cette proposition de loi qui est une loi de justice et de dignité. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Je vais ouvrir maintenant la discussion générale en commençant par un des co-auteurs de la loi, Pierre Ouzoulias. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre, merci Madame la rapporteure, chère Catherine. Moi j'aimerais commencer par vous rendre hommage, Madame la sénatrice, parce que c'est 10 ans de travail, 10 ans d'abnégation, 10 ans à essayer d'imposer une question fondamentale que l'institution muséale ne voulait pas voir. Et à traiter pendant très longtemps par le déni. Et il fallait toute votre force de persuasion pour arriver aujourd'hui à un texte, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, qui est un texte fort, qui n'est pas un texte technique, qui est un texte, on peut le dire, avec une certaine inspiration philosophique. Je ne crois pas que les sénateurs fassent de la philosophie. Je ne pense pas non plus qu'ils aient à réparer l'histoire, mais quand nous pouvons faire avancer le droit pour prendre en compte des idées philosophiques qui aujourd'hui sont plus communément partagées, je pense qu'on réussit à faire notre travail. Alors dans votre odyssée, Madame la sénatrice, je vous ai accompagné sur les derniers moments les plus favorables.
le retour à Ithac. Je n'ai pas vécu l'épisode ni des sirènes ni des lotophages. Les sirènes ne touchaient pas aux collections publiques, les lotophages, calmez-vous, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc je suis très content avec vous de voir l'approche des rivages d'Ithac et ce texte faire un cheminement qui le conduira à être adopté sans difficulté. Ce que vous défendez, ce que nous défendons par le biais de ce texte, c'est une certaine idée de l'universalisme. Nous pensons collectivement que le traitement de nos morts fait partie d'un universel qui est partagé par nos sociétés humaines depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, il y a une petite polémique archéologique pour savoir si finalement on ne pourrait pas considérer que le premier traitement donné aux morts serait beaucoup plus ancien que ce qu'on pensait aujourd'hui. Ça touche à la dignité de la personne humaine, dont nous considérons qu'elle se prolonge au-delà de la mort, et ça touche aussi au respect que nous devons au peuple dans la façon dont ils rendent hommage à leur mort, sans jamais juger de ce qui pourrait être bien comme traitement funéraire ou pas. Et je trouve que la formule qui a été trouvée est très juste. Parce qu'après tout, si les Zoroastriens de l'Inde, dans les tours du silence, souhaitent exposer leur mort au bec des vautours, c'est en fonction d'une vision du monde que nous partageons peut-être pas, mais qui est parfaitement respectable, digne, et elle aussi ancrée dans un discours philosophique d'une grande importance. Donc je crois que c'était important, alors que nous défendons le musée français comme un universel, de prendre en compte la valeur universelle de la dignité rendue aux morts. On ne pouvait pas considérer qu'au nom de l'universalisme des musées, on pouvait s'opposer à ce besoin universel de rendre hommage aux morts. Il y avait quelque chose qui était incongru et que nous allons essayer de réparer avec ce texte. J'insiste avec Madame la rapporteure, il est vraiment important de lancer maintenant un immense travail de récollement des collections. Parce qu'on sent bien que le travail n'a pas été réellement fait. Et Madame la Ministre, je pense que ça serait l'occasion d'une très bonne collaboration avec les universités, avec les étudiants, pour faire que les musées puissent demander à des étudiants, dans le cadre de travaux universitaires, de les aider à faire ce récollement des collections, à déterminer les origines de ces squelettes. Il y a là une possibilité de mobiliser les étudiants, les universités, dans quelque chose qui pourrait être un peu plus partagé que le seul récollement technique réalisé au sein d'un musée. Catherine Morin de Sailly l'a dit, nous avons essayé de prendre en compte le problème de ces restes humains qui ne viennent pas de la métropole, mais qui viennent de territoires qui aujourd'hui appartiennent encore à la République française. La solution législative est fort complexe et nous avons abandonné par manque de temps, mais je crois qu'il faut aussi y faire droit. Et la modeste proposition que j'ai faite, c'est-à-dire l'organisation d'un déménagement sur place dans un cadre qui resterait celui d'une collection publique, permettrait provisoirement au moins de satisfaire certaines demandes. Je finirai en redevenant un petit peu archéologue, ce que je suis de moins en moins. Vous avez au sein du ministère de la Culture ensuite un travail important à faire sur les restes humains. 500 ans, c'est peu. Et les travaux de l'INRAP, notamment sur des sépultures, sur des restes de moins de 500 ans, sont nombreux. Je sais qu'aujourd'hui, l'INRAP met en œuvre des protocoles pour donner des traitements particuliers à ces vestiges osseux, mais je crois qu'il serait bien que, sous forme d'une circulaire, d'une forme administrative légère, vous puissiez donner à vos services
des instructions pour faire que l'esprit de la loi, tel que nous le défendons ici, soit aussi respecté dans le cadre de toutes ces fouilles. Je crois qu'il faut être très attentif à tout ça et qu'on ne peut pas considérer que des vestiges humains soient simplement des objets archéologiques mobiliers comme tous les autres. Voilà. Je veux pas être plus long, mais je vous remercie. Je remercie encore une fois Catherine Morin-Desailly, mais je vous remercie aussi, Madame la Ministre, pour la qualité du travail que nous avons eu avec vous et avec vos services, et puis aussi la profondeur de l'ampleur de la réflexion que nous avons pu avoir à l'occasion de cette proposition de loi. Merci, Monsieur le Président. Cédric Vial, qui je crois s'exprime aussi au nom de Max Brisson. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. C'est un défi pour moi de prendre la parole comme ça après Catherine et Pierre. Je vais le faire au nom de Max Brisson qui avait un empêchement ce matin, la verve brissonienne en moins. Tout d'abord, je voudrais évidemment commencer par remercier Catherine Morin-Desailly pour le très long travail, tu l'as rappelé Pierre, sur les restitutions des biens figurant dans les collections qu'elle a réalisées depuis maintenant plusieurs années. Le Sénat a construit et s'est construit une doctrine dans la durée au fur et à mesure des travaux qui ont pu être menés. Nous n'avons pas d'opposition de principe aux restitutions, mais nous souhaitons l'établissement de règles claires pour éviter le fait du prince et rendre nos collections publiques ne pas rendre nos collections publiques otages des vicissitudes de notre diplomatie. Voilà le corps de notre doctrine. Nous réaffirmons aussi notre refus à des lois de circonstance, au cas par cas, sans réflexion historique sur les objets, conduisant à des restitutions parfois polémiques où le Parlement a pu être considéré comme une chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif et même parfois a posteriori de ces décisions ou de ces restitutions. Nous avons une volonté également pour que toutes les restitutions soient accompagnées d'un accompagnement culturel et d'un échange s'inscrivant dans le dialogue des cultures. Et nous souhaitons l'instauration d'une instance indiscutable éclairant l'exécutif et le législateur sur les objets, leurs histoires et les conditions de leur entrée dans les collections publiques. Ces positions ont encore été affirmées dans le rapport de nos trois co-rapporteurs désormais associés sur toutes ces questions, Catherine Morin-Desailly, Pierre Ouzoulias et Max Brisson. Elles l'ont été jusqu'à l'an dernier. Elles ont, jusqu'à l'an dernier, suscité une attitude pour le moins distante de la part du gouvernement, voire ressentie parfois comme du mépris sous le ministère de votre prédécesseur, Madame Bachelot. Et cela a donc pu créer une certaine tension avec le Sénat. Nous avons assisté, après votre arrivée, Madame la Ministre, à un précieux revirement de position, pourrait-on dire, voilà un an, avec une proposition que vous avez faite au Sénat d'une nouvelle position qui pourrait s'exprimer selon la forme d'un triptyque, c'est-à-dire un premier texte concernant la situation des biens culturels juifs spoliés durant la période nazie. Nous avons voté ce projet de loi voilà maintenant quelques semaines, rapporté par notre collègue Béatrice Gosselin et voté à l'unanimité par le Sénat, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième étape de ce triptyque avec ce deuxième texte concernant les restes humains. Le texte de ce matin fait consensus. On ne peut conserver des restes humains dans nos collections et la restitution s'impose donc. Le texte de cette PPL, rapporté et porté par Catherine Morin-Desailly, Pierre Ouzoulias et Max Brisson, fixe les règles de ces restitutions. Nous les approuvons donc évidemment. Il reste donc un troisième texte à élaborer. Il s'agit d'une loi cadre qui fixerait les règles pour l'ensemble des restitutions. Et vous connaissez, Madame la Ministre, les attentes du Sénat. Elles sont doubles. Tout d'abord, le souhait d'un éclairage scientifique indiscutable sur les objets pressentis. Et enfin, une méthode claire qui autorise et qui encadre. Voilà. Le Sénat, et particulièrement notre commission, est tout à fait prêt à y travailler avec vous et avec votre administration. Et évidemment, nous voterons cette proposition de loi, Monsieur le Président, Madame la rapporteure.
Merci. Lucien Stanzione. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, nous sommes réunis aujourd'hui pour fixer le cadre général applicable à la restitution des restes humains détenus par les collections publiques. Je tiens tout d'abord à saluer l'excellent travail de la rapporteure, notre collègue Catherine Morin-Desailly, en particulier lors des différentes auditions menées dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, ainsi que Pierre Ouzoulias, qui vient d'intervenir, co-rapporteur, et Monsieur Max Brisson. Cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui revêt une importance capitale, car elle vise avant tout à préserver la dignité humaine, en permettant le déclassement des restes humains de moins de 500 ans. Présents dans les collections publiques, elle répond à une préoccupation fondamentale de respect et de considération envers les personnes dont les restes sont issus. Lorsque les conditions de collecte ou de conservation pourraient poser question, il est primordial de pouvoir les restituer à l'État étranger d'origine qui en fait la demande. Pour garantir la rigueur et l'impartialité de ce processus, la proposition de loi prévoit la consultation d'un comité scientifique composé de représentants des deux États impliqués ainsi que des institutions détentrices des restes concernés. Cette approche collaborative et pluridisciplinaire permettra d'évaluer avec précision les demandes de sortie du domaine public et de restitution en prenant en compte à la fois les aspects humains, éthiques et scientifiques. De plus, cette PPL propose de mettre en place un dispositif cadre dans le Code du patrimoine. Cette démarche globale et cohérente vise à éviter de légiférer de manière répétitive au cas par cas. En établissant un cadre général, nous pourrons gérer efficacement les futurs cas de déclassement et de restitution des restes humains dans le respect de la dignité de chacun. En adoptant cette proposition de loi, tout comme le projet de loi relatif à la restitution des biens culturels spoliés durant la persécution antisémite entre 1933 et 1945, on en a parlé tout à l'heure, nous comblerons une lacune juridique majeure. Il ne nous restera plus qu'à mettre en place une loi cadre sur la restitution des biens mal acquis détenus dans les collections françaises. Enfin, les propositions que va nous faire Madame la rapporteure, à juste titre, il sera apporté des précisions sur l'exécution du futur texte et sur les possibilités d'étendre ces dispositions au territoire d'outre-mer après un délai d'étude et de faisabilité nécessaire. En soutenant cette proposition de loi et les amendements, nous affirmons notre engagement en faveur du respect de la dignité humaine, de la coopération internationale et de la justice dans la gestion des biens historiques et culturels. Nous avons la responsabilité de mettre en place des mesures législatives appropriées afin de garantir un traitement équitable et éthique des restes humains détenus par ces collections publiques. Vous l'aurez donc sûrement compris, notre groupe soutient pleinement ce projet de loi et votera sans difficulté, bien entendu. Je vous remercie. Thomas Dossus. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'associer aux mots de reconnaissance du travail constant de Madame la rapporteure et aussi féliciter pour le travail les co-auteurs du texte. Mais vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est une loi de justice, une loi de progrès, une loi de dignité que nous allons évidemment voter. C'est un sujet qui mobilise à la fois notre commission et le Sénat de façon assez constante et parfois en première ligne, ça a été dit. Et nous partageons le besoin d'un cadre clair et transparent pour les restitutions. Et ce texte est une première étape salutaire. Le respect de la dignité des personnes est au cœur de la démarche et nous avons besoin de progresser urgemment pour simplifier les restitutions de restes humains. Et la définition stricte du texte permet d'offrir un cadre sécurisant et scientifique pour ces restitutions à des fins funéraires, quelle que soit leur forme. Et le principe d'inaliénabilité ne fait plus obstacle au respect de la dignité humaine. On nous propose ici une solution donc humaine, efficace, transparente et respectueuse à la fois des États demandeurs et des principes de nos collections. Et donc nous voterons pour ce texte en espérant qu'il ne soit qu'une première étape pour élargir le cadre de ces restitutions. Je vous remercie. Bernard Fialaire. Oui. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais saluer le travail, presque l'abnégation, mais c'est intéressant, de Catherine Morin-Desailly,
qui prouve aussi que le travail n'est pas fait dans la précipitation, mais dans la continuité, est important pour pouvoir justement faire émerger après des textes qui ont quand même des portées importantes. Parce qu'on s'aperçoit bien que ce texte, on peut le tordre dans tous les sens, c'est quand même une discussion de l'inaliénabilité des biens qui ne doit pas être totalitaire, mais une réflexion qui doit être prise en compte justement en intégrant l'universalisme justement de certains biens dont il faut intégrer et analyser l'origine, le parcours et ensuite même la résidence actuelle. Et c'est l'ensemble de ces données qui doit être réinterrogé régulièrement. Je pense d'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'on a un travail de recherche de provenance qui doit être plus développé et plus intégré dans notre propre culture, dans notre propre pays. Je crois que c'était pas une discipline comme l'archéologie avec d'éminents spécialistes qui a été peut-être assez prise en compte ou en tout cas développée sur notre territoire. L'autre dimension de ce texte, c'est celui du respect de la dignité humaine, qui donc nous fait, je l'ai dit, réfléchir sur déjà le fait qu'un bien culturel n'est pas un bien commun et que des restes humains ne sont pas non plus des biens culturels comme les autres. C'est une évolution de nos consciences qui est importante d'ailleurs de voir comment on peut avoir cette réflexion sur des restes humains qui vont bien au-delà, par exemple, de la fin de vie, sur lesquels aussi on a en permanence à se réinterroger, justement pour une juste prise en compte dans nos textes législatifs. Donc, pour toutes ces raisons, bien, vous comprendrez bien que nous soutenons et nous félicitons tous les gens qui ont travaillé sur ces propositions. Pierre-Antoine Lévy. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chère Catherine, je voulais à mon tour vous féliciter pour votre ténacité et pour la présentation de ce texte. Féliciter également notre Indiana Jones du Sénat, Pierre Ouzoulias, et Max Brisson, qui est absent, mais qui a bien collaboré également à ce texte. Alors aujourd'hui, c'est un sujet de grande importance dans la continuité du texte. Cédric l'a dit sur la restitution des biens spoliés pendant la période nazie. Il s'agit de la question des restes humains conservés dans nos établissements publics tels que les musées, les monuments historiques, les centres de conservation et d'études archéologiques ainsi que les universités. Ces collections dites sensibles nécessitent une attention particulière. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, comme le stipule notre Code civil. La question de la restitution de ces restes à leur pays d'origine se pose avec acuité. Et bien que la majorité des restes humains conservés dans les collections soient d'origine française, il existe des milliers de pièces collectées à l'étranger. Certains cas peuvent être litigieux, on l'a vu, et susciter des demandes de restitution de la part de pays tiers. Il peut s'agir soit de personnes identifiées et clairement nommées, soit d'individus anonymes dont l'appartenance à un groupe est établie ou dont les conditions de collecte sont connues. Cependant, la restitution des restes humains conservés dans les collections publiques est actuellement complexe en raison du principe, nous l'avons rappelé, d'inaliénabilité du domaine public. Les restes humains font partie du domaine public et sont sous la responsabilité des entités publiques qui ne sont pas autorisées à les céder d'aucune manière, que ce soit volontairement ou sous contrainte, à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, leur sortie du domaine public nécessite une intervention du législateur. Cette proposition vise aujourd'hui à déroger à ce principe d'inaliénabilité. Elle autorise la sortie définitive des restes humains du domaine public en vue de leur restitution. Elle fixe un cadre clair et transparent pour traiter les demandes de restitution émanant de pays tiers. Cette démarche permettra de faciliter les procédures de restitution en évitant les délais inhérents à la procédure parlementaire qui peuvent décourager les initiatives. L'article unique de cette proposition de loi définit donc la procédure et les conditions dans lesquelles les restes humains pourront sortir des collections publiques. Alors cette proposition de loi est une étape importante dans la réconciliation avec les pays et les peuples. On l'a dit également. Vous savez qu'il y avait un débat au Parlement francophone bruxellois sur la restitution des biens culturels africains et sa présidente Julie de Grotte fixait les enjeux de ce débat en les résumant en 3 mots, dignité, respect et mémoire collective.
Il est de notre devoir en tant que représentants du peuple de veiller à ce que ces principes soient respectés. Vous l'avez compris, le groupe Union centriste votera plus que favorablement cette proposition et vous félicite, chère Catherine, encore une fois, pour la qualité du travail. Merci. Permettez-moi aussi de dire un mot, d'abord pour se féliciter de la qualité du travail fait sur ce sujet ô combien délicat. Je voudrais également saluer personnellement l'implication depuis de nombreuses années de notre rapporteure sur ce sujet, la persévérance dont elle a fait preuve et l'accompagnement des deux autres auteurs de cette proposition de loi. Et pour avoir participé à quelques réunions, je sais que c'est un travail aussi interactif qui a permis d'aboutir à cette rédaction. Je salue aussi, bien sûr, Madame la Ministre, puisque quand il y a quelques mois, nous avons discuté de la façon dont vous vouliez travailler sur cette question des restitutions au sens général. Vous avez proposé que le texte sur les restes humains vienne du Sénat, et évidemment, nous sommes très sensibles à cette proposition. J'ai une question à vous poser néanmoins, puisque j'ai lu comme beaucoup avec attention le rapport de M. Martinez, même s'il n'a pas jugé bon de nous auditionner et d'auditionner les sénateurs qui ont travaillé sur ce sujet. Néanmoins, j'ai lu le rapport et sur la partie sur les restes humains, il précise que le décret d'application, enfin il propose que le décret d'application de la loi cadre précise que les frais d'analyse et de rapatriement soient à la charge du pays demandeur. Alors, je voudrais que vous nous rassuriez sur cet aspect un peu mesquin peut-être de la demande du rapport Martinez pour faire en sorte que ça ne soit pas une règle intangible, mais peut-être l'objet de discussions entre les pays. Oui, merci Monsieur le Président. Ce rapport est une proposition sur la table à débattre évidemment ensemble et bien évidemment il y a d'autres options que celle-ci. Ça peut être un partage moitié-moitié, ça peut être dans certains cas la France qui paye. Enfin, je pense qu'il faudra être plus souple effectivement dans la rédaction. Merci de votre réponse, Madame la Ministre. On va examiner les amendements sans plus tarder. Ah oui, pardon, il y a la définition du périmètre au titre de l'article 45. Madame la rapporteure, qu'est-ce que vous proposez comme périmètre ? Alors, je vous propose, mes chers collègues, que le périmètre pour l'application de l'article 45 de la Constitution comprenne les dispositions ayant trait à l'organisation, à la procédure et aux conditions applicables en matière de restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. A contrario, je vous propose d'exclure de ce périmètre les dispositions relatives au cadre applicable aux restitutions d'autres types de biens culturels relevant de ce collection. Mais je pense que l'objet de la proposition de loi était extrêmement clair à cet égard. Il n'y a pas d'opposition à la définition du périmètre. Il est donc ainsi adopté. Nous allons passer maintenant à l'analyse et au vote des amendements sur l'article unique. Il y a deux amendements. Un premier amendement comme un de notre collègue, Madame Finera-Hort. Je ne crois pas qu'elle soit dans la salle Médicis. Je vais laisser Madame le rapporteur nous donner son avis. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui vise à étendre la procédure de restitution prévue par la présente loi aux demandes formulées par les populations outre-mer. Comme j'ai tenu à l'indiquer assez longuement dans mon intervention liminaire, l'objectif de cet amendement est légitime. Mais il y a une vraie problématique ultramarine à ne pas sous-estimer. Je me suis, moi aussi, avec Pierre Ouzoulias, on a eu beaucoup de discussions jusqu'à ces derniers jours, beaucoup interrogé sur l'opportunité de déposer un amendement à ce sujet. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la procédure prévue par ce texte n'était pas en état transposable aux Outre-mer. Comment, en effet, étendre une procédure interétatique ainsi conçue de manière à favoriser les coopérations culturelles et scientifiques à des territoires français qui relèvent d'une problématique finalement nationale. Et d'ailleurs, des directeurs de musées que nous avons auditionnés se posaient la même question. C'est la raison pour laquelle je suis contrainte d'émettre un avis défavorable à cet amendement, non pas encore une fois sur le bien fondé de la demande, mais sur la proposition technique, somme toute, pour y aboutir. Je voudrais souligner aussi que
cet amendement soulève de véritables difficultés juridiques puisqu'elle met sur un pied d'égalité des États étrangers et des populations qui, en elles-mêmes, ne constituent pas une entité juridique, vous en conviendrez. Donc, s'agissant du cas mentionné par Madame Pinera-Ors, j'ai moi-même entendu, comme je vous l'ai dit, les représentants de cette association appelée Molico Alet Po, qui sollicitent la restitution de leurs ancêtres disparus. Ce sont des ancêtres directs pour la personne concernée. J'étais, vous en doutez, extrêmement sensible à leur démarche. C'est pour ça que je vous proposerai dans un instant que nous engagions à trouver une solution rapide pour résoudre cette problématique ultramarine. Si l'adoption de ce nouveau cas devrait prendre d'ailleurs trop de temps, il nous resterait toujours la possibilité d'une loi d'espèces pour faire sortir les restes humains en question conservés dans les collections du Musée de l'Homme. Mais avant de pouvoir l'envisager, je pense qu'il faut aussi, bien entendu, et je sais que le travail est aussi engagé, s'assurer que l'ensemble des restes humains conservés dans ce musée ont été bien identifiés. Voilà, donc ce que je voulais vous soumettre comme avis à l'amendement. Avis défavorable, même s'il y a prise en compte à travers l'amendement qui va suivre des préoccupations de notre collègue qui suit le... Ah pardon, Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Je partage complètement l'avis de la rapporteure. Il faut quand même rappeler, et Monsieur Van Praat l'a bien montré, que l'essentiel des restes humains conservés dans les collections publiques viennent de France métropolitaine, même pas ultramarine. À une époque, comme vous l'avez dit, où on essayait d'identifier sur des crânes, des ossements, ce que pouvaient être des races propres à la France. Il y a des crânes de Bretons, d'Auvergnats, sans doute de Corésiens. Je pense qu'on ne pourrait pas faire droit aux collectivités d'outre-mer de demander la restitution de ces biens et l'interdire à d'autres communautés métropolitaine qu'il souhaiterait. Donc il y a tout un travail qui est à faire et notamment on pourrait réfléchir à des formes administratives en considérant que peut-être qu'au moment où les pièces ont été données par don ou par legs aux collections, il y a, par rapport à la législation actuelle, une forme de vis qu'on pourrait casser pour permettre une meilleure restitution. C'est une piste que je vous donne, mais là encore une fois, je crois qu'il est essentiel que le récollement de toutes ces collections nous donne quelques statistiques sur la masse de ces restes humains. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais vous demander l'avis du gouvernement sur l'amendement. Même avis que la rapporteure, vous avez pesé chaque mot et tout était très précis et à la fois respectueux de cette préoccupation très légitime. En effet, on doit prendre ce temps. Le travail est déjà engagé, y compris en interministériel, pour trouver la cohérence et l'équilibre, parce que d'une part, on ne peut pas. Là, on est dans le cadre d'un texte qui va traiter des demandes d'État à État, donc ça ne peut pas fonctionner pour des demandes nationales, et d'autre part, on ne peut pas créer des situations où il y a une rupture d'égalité au sein de la République entre les territoires d'outre-mer et les autres. Donc on a un chemin à trouver et on s'y attelle. Même avis en tout cas. Donc 2 avis défavorables sur cet amendement. Je vais le mettre au vote. Qui est défavorable à l'amendement? Est-ce qu'il y a des avis favorables? Des abstentions? Il n'est pas adopté. Nous passons au COM 2 de notre rapporteur. Alors, c'est un amendement qui vise à sécuriser davantage l'instruction scientifique des demandes de restitution. Il a pour but d'empêcher que la sortie de restes humains des collections puisse être décidée avant que le comité scientifique mixte n'ait formellement rendu son rapport au gouvernement, Madame la Ministre, et à l'État demandeur. Contrairement finalement à ce qui s'est produit pour les crânes algériens envoyés en Algérie avant que le comité mixte mis en place n'ait remis son rapport définitif et n'ait même finalisé son analyse concernant l'ensemble des crânes qui lui étaient soumis. L'amendement demande donc que le rapport du ministre de la Culture, qui doit servir de guide à la décision de sortie des collections, soit établi sur la base des conclusions du rapport du comité mixte, lequel, lorsque un tel comité est mis en place, ce qui garantit la remise formelle au préalable. Je vais vous demander l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Avis favorable, bien sûr. C'est d'ailleurs le cas de figure dans lequel nous sommes avec l'Australie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec ce comité mixte. Donc tout à fait d'accord.
S'il n'y a pas d'intervention, je vais le mettre au vote. Qui est favorable à l'amendement proposé par le rapporteur? Est-ce qu'il y a des avis défavorables? Non, pas d'abstention. Il est donc adopté. Nous passons au dernier amendement. Ah non, il faut un vote sur l'article unique, ainsi modifié. Qui est favorable à cet article? C'est une unanimité. Merci. Il y a un amendement portant un article additionnel après l'article unique. Je donne de nouveau la parole à notre rapporteur pour nous présenter l'amendement COM 3. C'est un amendement que j'ai déjà finalement évoqué en filigrane dans mon intervention liminaire et en traitant l'amendement de notre collègue Pinera North, donc cet amendement numéro 1. C'est une proposition que dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de cette loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport qui va identifier les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains d'origine du territoire des collections régies par les articles 73 et 74 et de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie conservés dans les collections publiques. Voilà, c'est en fait, somme toute, un travail que nous demandons au gouvernement de faire diligence pour trouver une solution à la problématique ultramarine. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Avis favorable. Totalement favorable. S'il n'y a pas d'explication de vote sur cet amendement, je le mets au vote. Qui est pour l'adoption de cet amendement? Unanimité. Je vous remercie. L'amendement COM 3 est donc adopté et devient article additionnel. Nous allons passer au vote de la proposition de loi ainsi modifiée. S'il n'y a pas d'explication de vote, je vais la mettre aux voix. Qui est pour son adoption? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Elle est donc adoptée à l'unanimité dans la rédaction issue des travaux de la commission. Notre réunion de législation en commission s'achève. Je remercie. Alors, je vais laisser la parole à notre rapporteur. Oui, je voudrais juste dire un petit mot pour remercier notre président d'avoir soutenu de manière constante le travail que nous avons effectué avec mes deux autres collègues. Vous remercier, bien entendu, Madame la Ministre, d'avoir été attentive à ce sujet. Et je crois qu'on aboutit aujourd'hui à une étape tout à fait essentielle dont nous pouvons être collectivement fiers parce que finalement, tout ça, c'est du collectif, c'est du partage d'une préoccupation qui nous est chère. Et je crois que la France peut être regardée avec fierté aujourd'hui. À l'UNESCO, je sais où les débats vont bon train. Ça sera très important, je pense, la façon dont ce sera reçu. Enfin, je terminerai en remerciant très chaleureusement Aurore Bassi, à ma droite, notre administratrice, qui fait un travail exceptionnel sur ce dossier depuis plusieurs mois, plusieurs années même, je dirais. Sans nos administrateurs de la commission, nous ne pourrions finalement produire ce travail de grande qualité. Je vous remercie. Madame la Ministre, je crois que vous voulez dire un mot aussi. Vous remercier de nouveau, chère Catherine Morin-Desailly, parce que je sais que ça a été un travail de longue haleine qui arrive là à un magnifique aboutissement et je m'engage à ce que ce soit inscrit le plus rapidement possible à l'Assemblée. C'est important pour clôturer en beauté ce cheminement législatif. Encore merci. Merci. Je remercie chacun d'entre vous pour sa participation. Nous nous retrouverons donc mardi prochain dans l'hémicycle pour les explications de vote et le vote définitif sur ce texte. Merci.